Nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue à la 4e Assemblée des autorités de l'Assemblée mondiale pour la protection de la vie privée. Nous allons entamer nos activités avec la conférence magistrale de Jennifer King concernant les politiques en matière de vie privée. Je céderai l'utilisation de la parole à Elizabeth Combs, professeure associée de l'Université de Malte. Ce discours concernera l'évolution technologique et l'intervention humaine dans le traitement des données de masse. Nous avons Jennifer Kane, professeure invitée, qui est chargée des politiques et traitement de la vie privée de l'Université de Stanford. Elle est chargée d'une chaire concernant la protection de la vie privée et parlera de l'interaction entre les ordinateurs, l'activité humaine, l'intervention informatique, les questions de la vie privée, traitement des données personnelles et l'incursion des nouvelles technologies. Il cherchera une alternative aux notifications et consentement des modifications des lois en Californie. Sa pratique se concentre sur la vie privée génétique, l'Internet des objets et la surveillance numérique. Sacha a été reconnu par l'impact en matière de décision, de prise de décision en matière de politique publique par la GPA. Elle a été intervenante invitée par la Commission de concurrence économique des États-Unis et elle est apparue à de nombreuses reprises dans différents médias de communication. Dr. King est titulaire d'un doctorat de l'Université de Californie. Elle a été directrice du Centre Internet et Société de 2013 à 2020. Elle était co-auditrice du Centre technologique et de politique. Elle était membre de l'Institut de qualification de Californie et du Conseil d'évaluation des fréquences radio de Californie. Elle a obtenu un diplôme de l'école d'information de l'Université de Californie, Berkeley. Elle a travaillé pour différentes entreprises de l'Internet en matière de gestion de l'information, en particulier pour l'entreprise Yahoo. Donc, la question de la séance d'aujourd'hui, nous aborderons la question des technologies de l'information et du traitement des données de masse et comment cela interfère dans les sphères les plus privées au niveau individuel. Les avancées technologiques permettent de pouvoir profiler la population et de voir l'impact que ces profils peuvent avoir en matière de consommation. On travaille sur l'agenda en matière de la protection de la vie privée ne fait que renforcer ces thématiques. L'importance de pouvoir générer une équité de point de vue des droits humains est l'un des plus grands défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, ainsi que les mécanismes permettant l'intervention humaine et la prise de décision qui peuvent éviter des conséquences dramatiques dans l'esprit de préservation et de conservation des droits humains, de la protection des données. Des questions qui me viennent à l'esprit, c'est quelles sont les perspectives en matière de développement humain du fait de cette évolution technologique? Que devons-nous prendre en compte d'une perspective des droits humains lorsque nous utilisons et adoptons ces nouvelles technologies? Comment pouvons-nous protéger les droits humains au fur et à mesure que nous utilisons ces technologies? Et par la suite, existe-t-il une limite à la mise en œuvre des décisions automatisées? Au cours de cette discussion, la Dr. King
nous donnera une perspective critique de haut niveau en matière d'intelligence artificielle et sur le rôle que jouent les données, que joue l'intelligence artificielle pour réguler les données et pour réguler l'intelligence artificielle et les professionnels de la gestion de la vie privée et de la protection des données personnelles nous donneront les éléments pertinents tout au long de cet espace. Merci, Dr. Coombs. Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis Jennifer King. Je travaille pour l'Institut Stanford pour l'intelligence artificielle. Et je vais parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle et de la protection des données, de la relation qu'il existe avec la protection des données. Je souhaite d'abord vous remercier pour cette opportunité qui m'a été donnée de pouvoir collaborer avec ce groupe de professionnels sur la protection des données. C'est un grand honneur pour moi. Et il me semble, finalement, très ironiquement, que les premières discussions sont abordées depuis les États-Unis, puisque notre pays vient d'approuver 2 lois sur la protection des données, mais la loi fédérale des États-Unis est toujours très élusive. Et nous parlerons de l'intelligence artificielle et de la manière par laquelle les experts de traitement des données, comment nous devons aborder cette question de la régulation. C'est ce qui, pour nous, représente un conflit, puisque nous n'avons pas de réponse facile à donner. C'est une thématique particulièrement complexe. Donc, si l'intelligence artificielle fait partie de notre monde, eh bien, comment pouvons-nous nous assurer que celle-ci soit mise en œuvre de façon juste, équitable et qu'elle n'entraîne pas de dommages? Nous allons commencer donc en présentant un panorama général de ce qu'est l'intelligence artificielle. Nous parlerons par la suite des données et algorithmes et comment nous pouvons donc réguler l'intelligence artificielle par le biais des données qui la composent. Je parlerai donc de ma perspective en tant que scientifique de l'information et en tant que chercheuse sur les questions liées à la vie privée. Je commencerai tout d'abord par une discussion de haut niveau. Qu'est-ce que c'est, de quoi s'agit-il lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle? Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Pour les consommateurs, cela peut signifier bien des choses très différentes, telles que Alexa, Google Home, des robots intelligents. Ce sont des produits de divertissement utilisés par les consommateurs avec l'intelligence artificielle, telle que la technologie de reconnaissance faciale, qui est de plus en plus prévalente et précise. Et en dernier lieu, les voitures autonomes. C'est beaucoup plus évident lorsqu'on en parle ainsi, lorsqu'on parle donc d'intelligence artificielle. Au centre de l'intelligence artificielle, il existe l'idée que nous pouvons construire des machines qui nous permettent de parvenir à nos objectifs. Et cette idée a été développée par 2 mathématiciens qui ont été les premiers à parler de l'intelligence artificielle en 1956. Tous les aspects liés à l'apprentissage et toute autre caractéristique de l'intelligence peuvent être décrits avec tant de précision qu'une machine peut préparer à les simuler. D'une tentative de voir comment les machines peuvent utiliser le langage à partir de concepts et à partir d'abstractions afin de pouvoir résoudre les problèmes réservés jusqu'à présent aux humains. Cela me semble absolument incroyable de pouvoir considérer l'ensemble des aspects liés à l'apprentissage et que la machine peut le programmer pour les résoudre. Et ce que nous apprenons par le biais de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que les systèmes peuvent arriver à des conclusions parfaitement logiques, mais elles n'ont pas forcément de sens commun que les êtres humains acceptent et prennent pour acquis. C'est difficile donc pour les répliquer. Que signifie intelligence lorsque l'on parle d'intelligence artificielle? Alors, Stuart Russell, qui est professeur à l'université de Berkeley, dit que l'intelligence dépend d'un ensemble d'objectifs, mais également d'un ensemble d'entrants. Donc, l'intelligence est intelligente dans la mesure où on lui donne
la perspective de ce qu'elle peut réaliser dans la mesure où on alimente cette intelligence et comment cette perception le conçoit et comment fournir donc un ensemble de formations pour y parvenir. Cependant, la manière par laquelle l'intelligence artificielle acquiert son intelligence et comment elle se distingue des autres résultats, eh bien, cela dépend des données qu'on lui administre. Cela donc doit être réalisé par un ensemble de données qui soient traitées et comprises dans le temps et l'espace et le temps nécessaire pour traiter l'information. Donc cette intelligence artificielle dit qu'en fonction d'un texte, ici un chat assis sur une chaise avec les pattes sous son corps, eh bien l'intelligence artificielle conclut qu'il ne s'agit pas d'un chat, mais plutôt un morceau de pain. Donc 97% de l'intelligence artificielle a la certitude qu'il s'agit d'un morceau de pain. Donc l'intelligence artificielle peut donc se tromper, même si elle a un haut degré de certitude de ce qu'elle évalue. Donc elle est finalement faillible. Cela dépend donc des données qu'on lui administre pour pouvoir faire en sorte que l'intelligence artificielle traite donc les images, en l'occurrence ici les images de chat, des images qu'elle traite, pour pouvoir définir qu'il s'agit bel et bien de l'objet chat. Donc nous avons une redéfinition simple de ce qu'est l'intelligence artificielle. On ne peut pas accepter que l'IA, l'intelligence artificielle, est plus intelligente que l'être humain ou qu'elle est meilleure que celle des êtres humains dans certaines tâches. C'est un chercheur doctorant de l'université de Berkeley qui certifie que l'intelligence artificielle va pouvoir résoudre certains problèmes et d'autres ne pourront pas être résolus. Donc, que signifie tout cela? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un algorithme? Alors, la définition d'un algorithme, c'est qu'il s'agit d'une méthode précise pour calculer un outil pour résoudre un problème. C'est un ensemble d'instructions. Donc, un algorithme définit finalement l'espace de décision dans lequel il travaille, dans lequel il traite l'information. La différence entre un ordinateur et l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle utilise différentes méthodes et statistiques pour résoudre les problèmes en question auxquels elle fait face. Par exemple, ici sur cette diapositive, nous avons l'image de Google Maps qui essaie donc de réaliser le traçage d'une trajectoire entre Berkeley et Stanford. Il prend en considération énormément de choses, telles que l'heure du jour, la quantité de trafic, si on veut passer par les grandes avenues ou par des voies secondaires, si on veut partir, donc faire cet itinéraire en voiture personnelle ou en transport public. Donc il y a un système de reconnaissance faciale qui va chercher la façon la plus précise de pouvoir identifier le visage de chacun. Les manières adéquates de pouvoir que l'intelligence artificielle peut utiliser pour créer ces espaces de décision pour développer donc d'autant plus cette intelligence artificielle. Nous allons ici vous donner un exemple. Voici ici un algorithme très basique d'une recette d'un dessert très américain qui sont donc les cookies au chocolat. Voici donc les ingrédients. On peut se considérer les ingrédients comme étant des données. Et les instructions de la recette pour élaborer ces biscuits, eh bien c'est l'algorithme. Donc l'intelligence artificielle pour procéder, pour créer ces biscuits, eh bien on peut affirmer que le résultat d'une recette dépend aussi bien des données, donc des ingrédients utilisés, ainsi que de la précision par laquelle sont respectées les instructions. Donc c'est l'algorithme. On peut donc utiliser de la farine de maïs ou de la farine de blé, mais en suivant les instructions, je peux donc avoir des biscuits qui sont au chocolat avec une texture différente du fait des ingrédients différents utilisés. Cependant, si je change donc les ingrédients, nous allons avoir un biscuit complètement différent. Donc ce sont les mêmes instructions, mais avec de nouveaux ingrédients. Donc ici,
je remplace les grains de chocolat ou par des raisins secs ou la farine par une poudre quelconque. Donc là, au final, on n'obtient plus un biscuit, mais un tout autre produit. Donc là, c'est juste un biscuit tout simple. Mais si je remplace la farine, par exemple ici, par des épinards, eh bien, j'ai altéré l'espace de décision. Et je dis à l'intelligence artificielle qu'un ingrédient légitime sont donc des épinards. Et malgré tout, c'est toujours un biscuit. Mais si les données changent, eh bien, le résultat change, même si l'algorithme n'a pas du tout été modifié. Donc l'intelligence artificielle ne va pas être plus intelligente ou plus sage, disons qu'elle va appliquer la recette telle qu'elle lui a été dictée, malgré les ingrédients précis. Donc il y a des erreurs, il y a certains biais, comme le fait par exemple d'utiliser des épinards au lieu de la farine. Et les épinards vont faire partie de l'espace de décision et l'algorithme ne va pas faire la différence. Donc je vais parler maintenant des applications pour essayer de réguler l'intelligence artificielle par le biais de l'utilisation des données. Donc, dans le monde de la programmation, il y a un dicton qui dit que des déchets qui rentrent et des déchets qui sortent. Garbage in, garbage out. L'intelligence artificielle va pouvoir être alimentée. Nous exécutons l'ensemble des discussions et l'intelligence artificielle. On parle peu de la manière par laquelle réguler les algorithmes, mais l'importance des données pour l'intelligence artificielle est absolument fondamentale. Il s'agit de comprendre l'importance et la contribution des données de l'intelligence artificielle. Donc, les autorités de protection des données vont avoir un impact potentiel sur la façon par laquelle l'intelligence artificielle se configure. Et les lois régulatoires, ce qui me préoccupe un petit peu au niveau des données, c'est deux questions. Quelles sont les mesures incitatives que nous pouvons créer pour encourager les entreprises à se préoccuper de la qualité des données et des pratiques en matière de récupération éthique de ces données? Et comment les autorités de protection des données peuvent réguler l'intelligence artificielle par le biais des données? Donc il est important de parler des pratiques qui nous intéressent, les pratiques qui devraient être adoptées, et que ces pratiques ne se concentrent pas exclusivement sur la régulation. Donc je vais parler de tout cela par rapport au statut. Alors ici, aux États-Unis, et c'est un exemple particulièrement négatif, dans le cadre de cette entreprise Clearview, si vous n'en avez pas entendu parler, sachez que Clearview a créé une énorme base de données d'images de reconnaissance faciale qui concerne l'ensemble de l'Internet afin de pouvoir créer un outil pour les agences de justice internationale. Donc ici, aux États-Unis, la plupart des plaintes sont liées à la récupération des données, mais du fait du manque de protection des données, il est possible que rien ne soit fait à cet égard, même si cela est injuste et illégal. La façon par laquelle ces données ont été rassemblées et ont été effectuées de façon anti-éthique et illégale, mais du fait des options disponibles, cela est relativement logique. Aux États-Unis, il y a une absence de la protection des données. Il y a un coût élevé pour obtenir les données de façon éthique. Une situation a donc été créée par laquelle nous récupérons les données de façon illégale. Il s'agit d'un plan d'affaires particulièrement logique. Donc, comment interdire une utilisation de l'intelligence artificielle et comment éliminer ce genre de pratiques, ces pratiques qui abîment certaines données et affectent certaines données, comme ce l'était le cas de Facebook,
qui violent les propres prérogatives ou exigences en matière de services sans le consentement des usagers. C'est l'une des principales origines de ce litige. On voit que les données sont réutilisées à l'infini hors du contexte dans lequel elles ont été récupérées. Pour les entreprises, ce sont des actions tout à fait normales sur le marché puisque l'ensemble des données sont liées à des monopoles de traitement de données que nous connaissons bien, comme les grandes entreprises qui possèdent donc l'ensemble des données. Alors, la grande question sera comment changer la donne? Comment créer des incentives positifs pour que les compagnies les respectent? Et en plus des réglementations, des régulations, de ce qui nous occupe ici, c'est comment changer l'écosystème des données et avoir un écosystème où le parcours d'une entreprise telle que Clearview AI sachent exactement où est-ce qu'ils en sont, qu'ils aient des incitations éthiques pour donner la priorité à la qualité des données et leur traitement. Car il faut dire, il ne s'agit pas seulement d'intelligence artificielle, mais nous avons la possibilité de saisir des données très nuisives. Donc, quel est le bénéfice de partager et de recueillir les données pour la société? Ce n'est pas un point de vue où il n'y aurait qu'une saisie de données sans les partager. Alors, il faut le faire de façon éthique avec une déontologie. Si on offre des données ou des incitations positives à l'échange des données, il serait important de reconnaître que les données telles quelles, elles contribuent aux questions qui nous interpellent, la justice, l'enfreinte des droits humains, etc. Et c'est les questions auxquelles j'ai réfléchi pendant ce temps-là. Alors, il est important de remettre en question les structures et les normes qui régissent les données pour offrir un soutien et une meilleure maîtrise des données. Il faut penser à l'écosystème dans son ensemble, qui le possède, comment on le gère. Un autre point important, comment changer de culture, spécialement dans les grandes sociétés technologiques où il n'y a jamais eu de réglementation quelconque, ou même pas le besoin de penser à des thèmes tels la sécurité. Et bon nombre des grandes entreprises, des grandes sociétés qui s'enrichissent grâce à l'intelligence artificielle ont eu un énorme succès dans le monde des consommateurs où il n'y avait aucune réglementation sur la technologie et qu'il fallait gérer et concevoir. Alors, il y a des entreprises qui n'ont aucun historique de test et qui créent l'intelligence et qui travaillent avec l'intelligence artificielle. Cela pose un grand problème pour nous tous. Alors, une autre question. Comment donner une impulsion à l'utilisation d'outils émergents en vue de résoudre des problèmes d'origine et de qualité des données? Alors, voici quelques idées qui viennent de surgir, telles les feuilles de données, les cartes de modèles. Ce sont des différentes manières de décrire les données, l'ensemble de données, et nous permettent d'ajouter un niveau de certitude, à savoir que les données qu'on utilise ont été saisies de façon éthique, quelle en est l'origine, et alors quel est le potentiel de les utiliser de façon éthique. Alors, ce changement de la donne est lié à la réglementation. On pense à la régulation en tant que professionnel de la protection des données, mais il faut également penser à avoir une influence sur l'intelligence artificielle par le biais des droits individuels, les garanties individuelles. Quelques pays ont fait de grandes avancées, ont fait de meilleurs progrès que d'autres. Mon pays est très en retard, mais les pays tels que les États-Unis, où nous n'avons pas les meilleures réglementations liées à la protection des données, ou pour les pays qui ont le potentiel d'avoir de nouvelles perspectives. Voici mes suggestions pour qu'ils démarrent sur la bonne voie. Moi, je ne suis pas une fan ou je ne suis pas mordue de principes, de pratiques de justice dans le domaine de l'information, mais il y a
tout de même des principes qui s'appliquent bien, tels le consentement, la spécification des propos et la correction et l'élimination des données. Alors, il faut penser à la création des mécanismes pour que les individus aient le droit d'exercer leurs droits sur les données et que les autres parties prenantes auraient également le droit d'utiliser ces données. Alors, ma question est pourquoi permettons-nous que les compagnies gardent ou stockent nos données pendant 10-15 ans? Alors, il faudrait lancer un mouvement pour commencer à éliminer des données par défaut et ce serait un droit humain. Alors, le droit à se retirer ou le droit à refuser, ce qui est différent à l'élimination des données. Alors, je devrais avoir le droit de dire je ne veux pas participer à ceci, ne me le demandez pas, ne me forcez pas à le faire, ne m'obligez pas. Et il faut tenir de plus en plus de débats sur ce que veut dire se refuser à utiliser la technologie, se refuser à partager les données personnelles. Alors, comment gérer l'écosystème des données pour que les informations restent entre les mains des individus? Alors, cela prendra du temps, certainement. Donc, si nous changeons au-delà et si nous nous ciblons en deçà de l'individu, pensons à la société dans son ensemble. Comment gérer la réglementation des données au niveau de la société? Quand on pense à la protection des données, on pense aux individus, aux données et aux droits individuels. Mais il existe des contextes où il y a des nuisances, où on porte des atteintes au niveau de la société, où on ne peut pas protéger les garanties individuelles. Alors, Clearview AI est un bon exemple, un exemple négatif toutefois. Et si cette compagnie, oublions ce qu'ils font, même si on n'aime pas leur modèle d'affaires, mais imaginons que la compagnie agit de façon éthique à la saisie de données, ils ont obtenu le consentement éclairé, informé de toutes les images dont ils se sont appropriés. Alors, on pourrait déjà dire si leurs agissements peuvent être légitimés au niveau de la société. Alors, on pourrait retrouver de nombreux conflits dans cette société où il serait possible que les personnes donnent leur consentement, mais ce qui nous reste à faire, c'est de remettre en question et à savoir si l'algorithme porte atteinte à la société, porte préjudice à la société et cette nuisance, en quelque sorte, va annuler ce que nous pourrons faire au niveau individuel nous-mêmes. Alors, pensons en termes sociaux de la société elle-même et non pas les individus eux-mêmes. Alors, que veut dire la saisie de données éthiques? Quels sont les impacts qui en découleront au sein des groupes, au sein des sociétés, pas seulement au niveau d'un individu? Il y a certains domaines, il y a des types de données qui devraient être restreints ou interdits au niveau commercial. Et une autre question importante, comment investir dans le secteur public afin que les données qui ne seront pas utilisées dans le secteur commercial, comment les utiliser? Voici un domaine où j'ai commencé à prendre de l'avance et comment utiliser ces données gouvernementales, par exemple, pour qu'elles soient utilisées par les chercheurs académiques, par exemple. Et on fait le constat que l'impossibilité d'avoir accès aux données et dans le domaine public pour obtenir ces données qui pourraient être obtenues, cela ne porte pas préjudice uniquement aux organisations non lucratives, mais également aux académiciens et aux entreprises privées. Alors, il me semble ici que le grand défi sera de reconnaître qu'il existe des problèmes en matière de données, les données elles-mêmes, et qui ne seront pas nécessairement résolus en essayant de continuer à mettre en place les garanties individuelles et les mettre en œuvre. Donc, la gouvernance et la supervision. Alors, comment est-ce que cela est devenu une infrastructure qui nous effraie et comment pouvons-nous forcer les plateformes à désinvestir sur ce qu'ils ont investi, créer des plateformes de gouvernance dont la priorité sera le bien-être individuel et le bien-être de la société. Donc, rééquilibrons donc cette relation
car maintenant la relation, les liens entre les individus et les corporatifs sont déséquilibrés et penchent en faveur des sociétés, des entreprises. Mais nous sommes dans un monde où les individus n'ont pas la liberté de prendre des décisions individuelles pour protéger leurs données. Donc, il s'agit d'une gestion et de donner la possession des données aux alliés, aux parties prenantes fiables et qui soient responsables de la gestion des données de telle sorte que les individus puissent avoir une meilleure maîtrise ou avoir une maîtrise sur ce qui est géré et la façon dont leurs données sont utilisées. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à penser au monopole des données qui sont les grandes plateformes. Alors, généralement, on pense à s'écarter ou à fracturer ces compagnies, les diviser, mais pensons plutôt au désinvestissement. Comment allons-nous les dépouiller du contrôle de ces données et comment remettre ces données entre les mains et rendre ces données aux individus, les remettre entre leurs mains. Alors, il s'agit également de l'origine, la source des données. D'où viennent ces données? D'où proviennent-elles ces données? Ont-elles recueillies de façon éthique? La permission de réutiliser les données. Alors, ceci fait partie d'une infrastructure très importante que nous n'avons pas encore mise en place. Et la question des intermédiaires des données, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé dans le cadre du Forum économique mondial. Quelqu'un va aborder le thème et essaiera de décrire les différents types d'intermédiaires qui existent et qui pourraient remplir ces espaces au niveau international. Pour moi, le grand défi et qu'un monde où nous aurons besoin de nouveaux cadres juridiques, de nouvelles normes techniques qui sont difficiles à développer et à déployer et qui exigent que les acteurs agissent en bonne foi. Alors, j'exhorte les organismes qui réglementent l'Internet, qui analysent si ces données sont adéquates, s'ils ont la possibilité de s'acquitter de ces propos pour opérer ces objectifs. Et s'ils ne le font pas, cela posera une grande menace aux individus et à toutes les personnes. Alors, en conclusion, je répète que les algorithmes sont une partie essentielle de l'intelligence artificielle. Toutefois, l'intelligence artificielle est impossible à gérer sans les données. Alors, il n'est pas difficile de voir que l'intelligence artificielle, si elle est adéquate ou si elle est coupable de tous les problèmes qui nous dépassent. Bon, il y a des cas où l'intelligence artificielle ne peut pas être utilisée, ne doit pas être utilisée. Mais dans le cadre de nos sociétés, il faut commencer par avoir des données adéquates à ce but, car on ne peut pas avoir une bonne intelligence artificielle si on n'a pas des données de qualité. Et en conclusion, donc, je vous montre, ceci n'est pas une pipe et l'intelligence artificielle pense que c'est une girafe. Donc, j'apprécie vos retours. Dites-moi ce que vous pensez de ces idées. Si vous avez une idée toute nouvelle et innovante, partagez-la avec nous et j'espère que vous avez bien suivi mon intervention. Merci. La présentation de Madame la professeure Elisabeth Combs.